Imaginons la scène 2 secondes. C'est la fin d'un marathon, mais vraiment le marathon exténuant, quoi. L'acide lactique inonde les muscles, le souffle est super court, la vision se brouille presque. L'enfer absolu, ouais. Exactement. Mais l'effort ultime paie, la ligne d'arrivée est franchie, en première position, la médaille est posée autour du cou, t'as l'hymne national qui retentit dans un stade complètement en ébullition. Les larmes de joie, tout ça. Voilà, les larmes, l'émotion, c'est un triomphe total, viscéral, indéniable. Et puis, le silence retombe. Et c'est là que ça fait mal. Ah bah oui, parce que 2 mois plus tard, il y a une simple lettre d'huissier qui arrive dans la boîte aux lettres pour annoncer que cette victoire, elle est purement et simplement annulée. C'est d'une violence. Mais attends, le motif, c'est le pire. Au 30e kilomètre, un pied a mordu d'1 minuscule centimètre hors de la piste réglementaire, juste pour attraper une bouteille d'eau, et paf, la médaille doit être rendue. Le nom est effacé du palmarès officiel. C'est une image d'une brutalité inouïe, tu vois. En fait, ça illustre parfaitement la collision, et je dirais même la collision destructrice, entre la réalité charnelle d'un exploit sportif, la sueur, la douleur, et la froideur implacable d'un texte de loi. Ouais, le contraste est glaçant. C'est ça. On passe vraiment d'une émotion pure, collective, à la bureaucratie la plus aride qui soit. Eh bien, cette image d'un triomphe physique effacé par la bureaucratie, c'est pas juste une petite allégorie pour lancer notre discussion d'aujourd'hui. C'est exactement la réalité vertigineuse que vit le football sénégalais en ce moment. Tout à fait. On a sur la table une pile de rapports techniques, d'articles de presse de ce lundi 23 mars 2026. On parle de sources comme Sénéweb, Wisport, Desports. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la mission de cette exploration en profondeur, c'est de comprendre un paradoxe complètement fou. Un paradoxe fascinant, ouais. Comment une nation sportive peut traverser une crise institutionnelle d'une telle violence, se voir amputée d'un titre majeur sur tapis vert et, dans le même temps, afficher une domination athlétique aussi insolente partout dans le monde. Pour comprendre ce mécanisme de résilience, il faut impérativement revenir au point de départ, quoi. L'onde de choc, ce fameux séisme administratif déclenché par le jury d'appel de la CAF. Faut dire qu'il n'y a pas de précédent récent à ce niveau-là. Non, c'est clair, c'est du jamais vu. Et la décision, elle est tranchante. Le titre de la CAN 2025 est officiellement retiré au Sénégal. Et le Maroc est déclaré vainqueur par forfait. Par forfait. Sur le papier. Sur le papier, ouais. Ce qui se traduit par un score administratif de 3-0 dans les archives. Un score qui, par définition, gomme toute trace de la lutte acharnée qui a vraiment eu lieu sur le terrain. Et quelle lutte! Enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui se souviennent de la réalité physique de cette soirée du 18 janvier à Rabat, le contraste avec ce 3-0 est juste saisissant. La finale, c'était une véritable cocotte minute. Mais carrément. La tension, elle était à son paroxysme, l'enchaînement des événements dans le temps additionnel, c'était le chaos absolu. Il y a ce but refusé au Sénégal, suivi presque dans la foulée d'un pénalty accordé au Maroc. Ouais, la pression qui explose. Voilà. Et la pression monte tellement que les joueurs sénégalais, dans un mouvement de contestation vraiment spontané, quittent brièvement la pelouse. Brièvement, c'est le mot-clé. C'est ça, le point crucial. Ils reviennent. Le jeu reprend. Brahim Diaz manque le pénalty pour le Maroc. Le match bascule en prolongation. Et là, Pape Gueye arrache la victoire avec un but libérateur pour le Sénégal. 1-0. Et là, c'est l'explosion de joie. Le coup de sifflet final retentit, la coupe est soulevée, il y a le tour d'honneur. Enfin, le sport dans toute sa splendeur. Ouais, sauf que, et c'est précisément sur cette fraction de temps, ce petit moment précis, où les joueurs ont franchi la ligne de touche pour manifester leur désaccord, que l'argumentaire juridique vient s'abattre. Comme un coup près. Exactement. Pour balayer la conclusion sportive, la CAF s'appuie sur une lecture extrêmement littérale de son règlement, en l'occurrence les articles 82 et 84. Les fameux articles. Ouais. Ces textes, ils sont conçus pour être binaires, en fait. Si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire, elle est automatiquement considérée comme perdante par forfait. Point barre. Aucune nuance. Aucune. Le droit sportif, dans sa forme la plus stricte, il s'encombre pas de la nuance psychologique, genre d'une interruption temporaire due à la colère, ni du fait que les joueurs soient revenus terminer la rencontre, quoi. Et c'est hyper intéressant de voir comment les perspectives là-dessus sont diamétralement opposées, hein. Mais pour être tout à fait neutre, elles suivent chacune une logique implacable. C'est vrai. Les deux camps ont des arguments.
D'un côté, on a la fédération marocaine qui se positionne strictement sur le terrain de la légalité. Leur discours est très clair, il ne s'agit pas du tout de minimiser la qualité de l'équipe sénégalaise, ni de contester ce qui s'est passé avec le ballon. Non, c'est une question de cadre. Voilà, la démarche marocaine vise la primauté du cadre institutionnel. Pour eux, un tournoi tient par ses règles, et si la règle dit qu'une sortie du terrain vaut forfait, cette règle doit être appliquée sans état d'âme. Indépendamment du chronomètre ou de la beauté du but de Pape Gueye, quoi. C'est ça. Mais de l'autre côté, le camp sénégalais se place, lui, sur le terrain de l'équité sportive, de la légitimité du terrain. El Hadji Diouf, par exemple, qui incarne très souvent la voix passionnée de ce football-là, se dit logiquement choqué par cette dépossession. Ce qu'on peut comprendre émotionnellement. Complètement. Tout en plaçant quand même ses espoirs dans un recours devant le TAS. Mais tu vois, le débat dépasse largement les frontières du Maroc et du Sénégal. Ah oui, ça touche à la philosophie même du sport. C'est ce que soulève l'intervention de personnalités comme Bigzant Lizarazu. Lizarazu, il pointe du doigt un truc fondamental, l'autorité de l'arbitre. Bien sûr, le juge suprême sur le terrain. Pendant 90 ou 120 minutes, c'est lui le patron. Et si l'arbitre valide le retour des joueurs, relance le jeu et siffle la fin de la rencontre en validant les résultats, remettre en cause ce dénouement 2 mois plus tard depuis une salle de réunion, ça crée un précédent hyper complexe. C'est clair. C'est comme le marathonien de tout à l'heure en fait. Si l'arbitre gère la tension humaine d'une finale en direct en comprenant qu'un mouvement d'humeur peut être désamorcé, comment accepter qu'une commission, avec tout le recul possible, vienne annuler cette gestion humaine ? Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment cette abstraction juridique vient heurter de plein fouet une réalité biologique et humaine, quoi. Ouais, ça laisse des traces. La décision de la CAF, au fond, c'est un texte sur un écran, mais son impact réel, il se mesure dans les corps. Le décalage entre cette sentence administrative et le traumatisme vécu par les joueurs crée une onde de choc bien palpable. Et c'est ça qui nous amène à regarder l'impact direct sur les hommes qui étaient sur cette pelouse. Absolument. Quand on épluche les informations sur le coût physique de cette finale, le cas de Crépin Diatta illustre parfaitement ce point de rupture. Ah oui, je lus ça dans les rapports, c'est glaçant. Les sources révèlent une détresse physiologique stupéfiante. On n'est plus du tout dans la simple fatigue d'après-match, là. Diatta fait 4 malaises consécutifs le jour de cette finale. 4 malaises en... Ah, mais c'est énorme! Ouais, le corps qui lâche. Un premier dans le bus, la pression commençant à faire céder les digues de son organisme, quoi. Mon Dieu. Un deuxième malaise dans l'atmosphère confinée, électrique des vestiaires, et 2 autres à l'hôpital. Il a dû passer la nuit entière sous observation médicale stricte. Attends donc, pendant que ses coéquipiers soulevaient ce trophée qu'on allait leur reprendre plus tard, en plus, lui, il luttait simplement pour que son corps retrouve un rythme cardiaque normal. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il avoue que, même aujourd'hui, il n'a toujours pas pu visionner ce match en entier. Ça en dit long sur le blocage psychologique. C'est l'illustration clinique de ce qui se passe quand le stress mental et l'injustice perçue viennent s'ajouter à un épuisement athlétique extrême, tu vois. Le système nerveux s'effondre. Et c'est pas que les joueurs qui souffrent. Non, l'écosystème entier est touché. Il y a actuellement 18 supporters sénégalais qui sont incarcérés au Maroc suite à des accusations de hooliganisme en marge de cette finale. Et leur procès en appel est sans cesse repoussé, non ? Ouais, la prochaine date a été fixée au 30 mars. Donc la souffrance, qu'elle soit physique pour les athlètes ou privative de liberté pour les fans, elle encadre vraiment cet événement d'une noirceur très très concrète. Alors, face à ça, qu'est-ce que tout cela signifie pour la nation sénégalaise ? Parce que la réponse institutionnelle, celle de l'État sénégalais et de la Fédération, la FSF, c'est un véritable cas d'école de gestion de crise. Ils ont créé une contre-réalité, en fait. C'est ça. Puisque la CAF efface la victoire sur le plan légal, le Sénégal a décidé de la graver dans le marbre. Sur le plan matériel et financier, les chiffres donnent le vertige. On parle de primes massives. Un pactole global de 136 millions de francs CFA pour chaque joueur. Pour chaque joueur ayant participé à toute la campagne, ouais. Le président Diomaye Faye s'est personnellement impliqué en allouant 75 millions et un symbole hyper fort, un terrain de 1500 mètres carrés sur la petite côte offert à chaque joueur. Ça, c'est puissant. Et la FSF complète avec 61 millions, dont 20 millions qui sont explicitement budgétisés noir sur blanc comme prime de victoire finale. Tu vois, l'octroi de terre, c'est un détail fondamental dans cette affaire. Comment ça ? Dans la symbolique étatique, offrir un terrain, c'est offrir un ancrage. C'est comme dire, votre exploit, il est aussi tangible que cette terre sur laquelle vous marchez. Aucune commission ne pourra la rayer de la carte. Ah, c'est une belle façon de le voir.
L'État paye littéralement le prix fort pour un trophée que l'instance continentale réclame de récupérer. C'est une façon de sanctuariser l'effort des athlètes. Et la célébration n'est même pas annulée, au contraire. Le grand match amical prévu le 28 mars au Stade de France contre le Pérou, il est maintenu, avec des grandes festivités annoncées pour communier avec la diaspora. Ouais, la fête continue. Mais du coup, j'essaie de me mettre à la place des joueurs. Comment le cerveau d'un athlète gère-t-il cette dissonance cognitive? D'un côté, t'as ton corps poussé jusqu'à l'évanouissement, t'es accueilli et payé comme un champion national absolu. Et de l'autre, tu vois ton nom effacé des tablettes officielles par un 0,3 forfait. Exactement. Comment un être humain parvient à traiter ça sans péter un plomb? Eh bien, cette protection financière et émotionnelle par la nation, elle agit comme un bouclier massif en fait. Le message envoyé au subconscient des joueurs, il est limpide. L'autorité qui compte, c'est pas celle qui écrit les lois à distance, c'est celle de votre peuple qui a vu votre sueur. Une armure cognitive en quelque sorte. C'est ça. Et ça explique précisément pourquoi, au lieu de s'effondrer psychologiquement, ces mêmes joueurs sont en train d'exploser littéralement les compteurs dans leurs clubs respectifs ce week-end. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est une réponse par l'excellence. La diaspora est en feu. Ah, c'est un déferlement d'excellence à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Prenons la Première Ligue, par exemple. On a Iliman Ndiaye qui a offert à Everton une prestation que la presse qualifie carrément de virtuose. Victoire 3-0 face au Chelsea de Mamadou Sarr, qui d'ailleurs est resté sur le banc, lui. Ndiaye, il n'a pas juste bien joué, il a régné sur le match. Complètement. Il marque un but magistral, une frappe enroulée directe en pleine lucarne, et le plus beau dans l'histoire, la passe décisive vient d'un autre Sénégalais, Idrissa Gana Gueye, le régulateur infatigable. La connexion parfaite. Sans oublier Abid Diarra, qui devient le héros du derby avec Sunderland contre Newcastle. Donc on voit ces joueurs qui utilisent le chaos ambiant comme un carburant. Et le phénomène se répète en Serie A avec Assam Diao. Sous le maillot de Como. Ah, Diao, quelle histoire! Ouais, parce qu'il sortait d'une année noire, des blessures, une longue disette. Et là, victoire 5-0 contre Pise, il intercepte une passe de Stefano Moreo, il marque dès la 10e minute. Bam! Il ajoute une passe décisive, il finit MVP de la rencontre et il propulse Como à la 3e place. C'est une renaissance émotionnelle totale. C'est fou! C'est comme si le terrain en club était devenu leur seul tribunal, tu vois? Le seul endroit où ils sentent qu'ils ont le contrôle total, loin des bureaux de Macaf. Exactement. Sur un terrain, il n'y a pas de commission de discipline pour annuler une frappe en lucarne. Le ballon franchit la ligne, le score change. C'est binaire, c'est immédiat.